À 4 heures du matin, tout s'arrête près des Canaries et 57 camions figés sous des sacs d'aide humanitaire changent soudain de visage dans une nuit trop précise. Quand les bâches tombent, l'inventaire n'évoque plus une contrebande ordinaire, mais un arsenal complet, des fusils d'assaut aux tonnes d'explosifs jusqu'aux missiles antiaériens pensés pour durer. Qu'est-ce que cela change pour vous si Ibrahim Traoré décide de tout montrer maintenant? Derrière ces chiffres, le Burkina Faso vacille, car l'économie, les institutions et la sécurité quotidienne sentent qu'un basculement avait été préparé. Ce récit ne se limite pas à une saisie spectaculaire ni à l'accumulation d'images frappantes. Il promet une lecture utile, comprendre comment un pays déjà sous pression a frôlé un enchaînement capable de désorganiser durablement ses institutions, son économie et sa sécurité. L'enjeu est public et immédiat. Savoir ce qui a réellement été stoppé et pourquoi cela compte pour la vie quotidienne, aujourd'hui comme demain. Au fil des faits établis, l'analyse montrera comment une opération technique révèle des fragilités plus profondes, mais aussi des marges d'action concrètes. Elle mettra en regard les routes, les financements et les décisions, sans extrapoler au-delà des éléments disponibles. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Disposer de repères solides pour distinguer le spectaculaire du structurel, l'accident du projet. Car derrière chaque chiffre se cache une question simple. Si une telle mécanique a pu être assemblée dans l'ombre, quelle capacité de réaction restant à porter? C'est cette promesse de clarté, ancrée dans les faits, qui guide la suite. En moins de 48 heures, un chiffre change la lecture entière du dossier. Près de 700 millions de dollars. Cette estimation ne décrit pas seulement la valeur d'une cargaison saisie, elle indique l'échelle d'un projet pensé pour durer, bien au-delà de 57 camions immobilisés près des Canaries. Dès ce point, l'affaire bascule d'un fait spectaculaire vers l'hypothèse d'une orchestration structurée. Pour Ibrahim Traoré, ce seuil chiffré impose une décision immédiate. Traiter le dossier comme une question de souveraineté. Le contexte éclaire cette bascule. Le Burkina Faso évolue depuis plusieurs années sous pression sécuritaire et économique, avec des frontières poreuses et des routes commerciales souvent détournées. Dans cet environnement, les réseaux opportunistes existent déjà. Mais l'inventaire dressé après l'interception révèle autre chose. Des volumes cohérents, des équipements complémentaires, et une logistique capable d'alimenter des violences sur la durée. Pris ensemble, ces éléments excèdent la logique d'un trafic isolé. Les premières analyses relient alors trois dimensions. D'abord, les routes empruntées montrent une continuité géographique qui traverse plusieurs zones de conflit actives. Ensuite, les financements identifiés suivent des schémas réguliers, fragmentés mais synchronisés, suggérant une planification. Enfin, les délais observés entre acquisition, transport et destination finale indiquent un calendrier précis. Ce triptyque transforme la saisie en signal d'alerte stratégique. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré intervient dans la narration publique. En assumant la diffusion des chiffres clés, il fixe un point de référence commun pour les institutions, les médias et la population. La transparence devient un outil pour empêcher que l'affaire ne soit diluée en rumeurs ou récupérée par des récits concurrents. Elle crée aussi une attente claire. Comprendre jusqu'où remontent les complicités et ce qui a réellement été évité. À ce stade, une question reste suspendue et elle structure la suite. Si cette opération n'avait pas été stoppée à temps, quelles auraient été les premières conséquences visibles pour l'État et pour la vie quotidienne? Au cœur de la séquence initiale, un détail humain permet de comprendre comment l'affaire a réellement commencé. Lors d'une patrouille nocturne près des Canaries, le capitaine Moussa Kaboré remarque un convoi avançant phare éteint, trop discipliné pour être anodin. Ce signal, apparemment mineur, déclenche une alerte immédiate et enclenche une chaîne de décisions rapides, bien au-delà d'un simple contrôle de routine. En quelques minutes, la zone est sécurisée et l'information remonte par des canaux restreints. Autour de lui, les premières heures sont marquées par une mobilisation discrète mais intense. Des agents du renseignement, des techniciens balistiques et des officiers de terrain se relaient pour inventorier le matériel et interroger les chauffeurs. Le rythme est soutenu, car chaque minute compte pour éviter fuite et repli. Très vite, un effet institutionnel apparaît. Des services longtemps cloisonnés commencent à partager leurs données en temps réel, réduisant les angles morts habituels. Ces impacts précoces révèlent aussi des fragilités. Les premiers recoupements mettent en lumière des failles frontalières et des soupçons de complicité locale, encore flous mais préoccupants. Pour Ibrahim Traoré, ces signaux confirment que l'incident dépasse largement une saisie isolée.
L'initiative d'un officier montre qu'un engrenage dangereux a été enrayé à temps, mais aussi que d'autres auraient pu passer inaperçus. Ainsi, l'essentiel devient tangible. Une décision individuelle, prise dans l'ombre, peut empêcher un basculement collectif. Et si ce signal avait été ignoré, quelle trace visible la crise aurait-elle laissée dès les premiers jours? Tout commence par une activation brutale, dans une nuit où la marge d'erreur est presque nulle. Le 16 août, près des Canaris, les forces burkinabées stoppent 57 camions dont la cargaison est dissimulée sous des sacs d'aide humanitaire. L'ordre est simple et immédiat. Sécuriser la zone, isoler les chauffeurs, empêcher toute fuite d'informations. Les gestes sont rapides, mécaniques, dictés par l'urgence. Les armes sont comptabilisées, photographiées, mises sous scellé, tandis que les premières communications remontent vers Ouagadougou par des canaux cryptés. À ce stade, l'objectif n'est pas encore politique, il est défensif, destiné à bloquer l'effet domino. Le deuxième jour marque le premier basculement. Les inventaires détaillés révèlent l'ampleur réelle de l'arsenal, des dizaines de milliers de fusils d'assaut, des millions de cartouches, des missiles antiaériens et des tonnes d'explosifs. La première estimation financière, proche de 700 millions de dollars, agit comme un électrochoc institutionnel. Cette masse logistique exclut définitivement l'hypothèse d'une contrebande opportuniste. Face à ces données, Ibrahim Traoré convoque le Conseil national de sécurité. Autour de la table, militaires et responsables civils comprennent que l'affaire touche au cœur même de la souveraineté. Le dossier change de statut. D'une interception frontalière, il devient une affaire nationale. Sous cette pression, l'enquête s'élargit et se structure. Des cellules spécialisées travaillent en parallèle. Traçage financier, cartographie logistique, interrogatoire ciblé. Les routes empruntées par les camions sont comparées à d'autres flux suspects observés les mois précédents. Peu à peu, des cohérences apparaissent entre les armes, les financements et certains acteurs intermédiaires. Puis survient un moment charnière. Un suspect évoque l'existence d'entrepôts ramasse-tantros clandestins à Ouagadougou, prêts à recevoir la cargaison. Cette information transforme l'enquête en opération coordonnée à l'échelle nationale. Le cinquième jour, la résonance devient publique. À l'aube, les forces spéciales lancent des perquisitions simultanées dans plusieurs quartiers de la capitale. En quelques heures, des caches supplémentaires sont découvertes, contenant du matériel militaire et des équipements de communication. Les documents saisis mentionnent des sociétés écrans et des relais extérieurs, suggérant une architecture plus large que prévu. L'affaire quitte alors définitivement le cercle des spécialistes pour entrer dans l'espace public. Ibrahim Traoré assume un choix stratégique: rendre visibles les preuves, fixer le cadre du récit et empêcher que l'opération ne soit réduite à une rumeur ou à une manipulation. Cette décision transforme la séquence entière. Ce qui devait rester dans l'ombre devient un signal adressé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La chaîne des événements révèle une logique simple. Chaque étape rapide a réduit la marge de manœuvre des acteurs hostiles. Au moment où l'analyse chiffrée commence réellement, les enquêteurs disposent d'un point de départ clair: le volume d'armes visibles dans les 57 camions interceptés. Pris isolément, cet ensemble est déjà considérable. Mais la comparaison avec des données consolidées fait apparaître un écart décisif entre ce qui est saisi et ce que suggère l'architecture globale du projet. Le raisonnement suit une logique simple. On part de ce qui est visible, puis l'on mesure ce que cela implique une fois mis en perspective. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture permet de passer du soupçon à la démonstration. Pour commencer, un chiffre structure toute l'analyse: environ 25 000 fusils d'assaut. Cette quantité correspond à l'équipement complet de plusieurs unités organisées, et non à un groupe improvisé. En termes opérationnels, cela signifie une capacité de déploiement immédiate et soutenue. L'écart est clair. On ne parle plus de troubles ponctuels, mais d'une préparation capable de tenir le terrain dans la durée. Cette seule donnée change l'échelle de lecture sécuritaire. Puis, un autre nombre vient renforcer cette conclusion: près de 13 millions de cartouches. À ce niveau, la munition n'est plus un simple complément. Elle implique des flux financiers réguliers, des chaînes d'approvisionnement fiables et des relais capables de maintenir la cadence. La comparaison avec des conflits récents montre que ce volume dépasse largement les besoins d'une action symbolique ou d'un affrontement bref. Ici encore, l'écart révèle une intention de continuité, non de choc isolé. Enfin, un troisième repère, cette fois financier: une estimation proche de 700 millions de dollars. Ce montant situe mécaniquement l'opération parmi les entreprises clandestines les plus coûteuses de la région.
La comparaison avec les budgets connus de groupes armés opportunistes met en évidence un écart significatif. De plus, l'analyse montre que les sommes déjà engagées ne couvrent qu'une partie de la valeur totale projetée. Cela indique que le convoi intercepté n'était qu'une étape dans un calendrier plus large. À partir de ces trois mesures, les équipes mandatées appliquent une méthodologie médico-légale rigoureuse. Les numéros de série, parfois altérés, sont restaurés et comparés à des bases issues d'autres conflits. Les résultats dessinent une stratification géographique cohérente, reliant plusieurs zones de guerre active à des hubs intermédiaires. En parallèle, l'étude des flux financiers révèle des transferts fractionnés mais réguliers, typiques d'une stratégie d'évitement des contrôles. Pour Ibrahim Traoré, cette convergence chiffrée a une valeur stratégique. Elle transforme des indices dispersés en un faisceau cohérent, difficile à contester. La conclusion s'impose sans emphase. Sans l'interception initiale, la capacité de nuisance aurait largement dépassé ce qui était visible au départ, et le seuil critique aurait été franchi. Deux lignes de critique, parmi les plus solides, émergent et méritent d'être exposées sans caricature. D'abord, certains avancent que l'opération pourrait relever d'une mise en scène politique destinée à renforcer l'autorité en place. Selon cette approche, la circulation d'armes dans le Sahel est ancienne et diffuse. La présence de matériel issu de zones comme la Libye ou l'Europe de l'Est ne prouverait donc pas, à elle seule, l'existence d'un projet coordonné. L'interception des camions aurait été amplifiée pour masquer des fragilités économiques persistantes. Ensuite, un argument plus technique insiste sur la fragmentation apparente des flux. Les réseaux de contrebande, rappellent ces analystes, fonctionnent souvent par opportunité locale, sans direction centrale. Dans ce cadre, la convergence de cargaisons hétérogènes vers une même région pourrait relever d'un hasard logistique plutôt que d'une orchestration unifiée. Cette prudence méthodologique appelle à éviter toute conclusion hâtive et à exiger des preuves supplémentaires. Présentées dans leur forme la plus rigoureuse, ces positions jouent un rôle utile. Elles obligent le dossier à résister à l'examen contradictoire. Pourtant, l'analyse des éléments confirmés en limite la portée. Les données balistiques montrent que plusieurs armes interceptées ont été reconditionnées après usage dans d'autres conflits, ce qui exclut une simple juxtaposition fortuite. De plus, les documents et communications saisis révèlent des liaisons répétées entre intermédiaires financiers, logisticiens et relais politiques, dessinant une coordination réelle. L'argument de la fragmentation se heurte également à la régularité des routes et des transferts observés. Les flux sont fractionnés pour contourner les contrôles, mais ils sont synchronisés dans le temps, ce qui correspond à une stratégie délibérée. Enfin, des confirmations indépendantes issues d'organismes régionaux viennent corroborer les liens entre les cargaisons et un réseau actif à l'échelle transnationale. Pour Ibrahim Traoré, ce passage par la contradiction renforce paradoxalement la solidité du récit. En confrontant les critiques aux données disponibles, le dossier gagne en robustesse. La question n'est plus de savoir si des armes circulaient, mais si leur accumulation relevait du hasard. À ce stade, les éléments convergents rendent cette hypothèse de plus en plus difficile à soutenir. Au septième jour, le dossier change brusquement de nature lorsque Ibrahim Traoré apparaît devant la presse avec un ensemble de documents que peu attendaient sitôt. Parmi eux figure une liste complète d'un gouvernement fictif déjà structuré, prêt à être activé au moment opportun. Ce détail administratif, en apparence banal, agit comme un révélateur décisif. L'affaire ne concerne plus seulement des armes ou des flux financiers, mais un basculement institutionnel préparé à l'avance. Dans la salle, les journalistes découvrent des noms associés à des réseaux économiques et diplomatiques extérieurs. Certaines parties citées nient immédiatement toute implication, mais le cadre du débat est déjà déplacé. Pour l'opinion publique, la menace cesse d'être abstraite. Elle prend la forme concrète d'un pouvoir alternatif conçu sans mandat populaire. Ce point médian redéfinit la lecture de toute la séquence précédente. Pour Ibrahim Traoré, rendre ce document visible répond à une logique précise. Il s'agit de montrer que la crise n'était pas hypothétique mais formalisée, presque opérationnelle. La transparence agit ici comme un levier de cohésion interne et comme un signal externe. À partir de ce moment, la question centrale n'est plus de savoir si un projet existait, mais ce qu'il aurait produit s'il avait franchi le seuil de l'activation. Les effets de l'affaire
se déploie d'abord au niveau de l'État. La saisie des camions et les révélations successives entraînent une réorganisation immédiate des priorités sécuritaires. Les frontières sont renforcées, les unités redéployées et les circuits de coordination accélérés entre services longtemps cloisonnés. Cette dynamique réduit plusieurs angles morts et permet de neutraliser des filières de dormantes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transparence devient un outil de cohésion interne autant qu'un signal politique, montrant que l'État peut reprendre l'initiative. Sur le plan économique, l'impact est plus ambivalent. À court terme, l'exposition publique du dossier provoque des tensions mesurables. Incertitude sur les échanges, pression diplomatique et nervosité des marchés locaux. Certains investisseurs suspendent leurs décisions et la monnaie subit une instabilité temporaire. Mais cette phase est suivie d'un réalignement. De nouveaux partenaires proposent des coopérations alternatives, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'industrie. L'économie encaisse le choc, puis explore des marges de diversification qui n'étaient pas mobilisées auparavant. Pour la société civile, les conséquences sont plus diffuses mais profondes. Dans les villes comme dans les zones rurales, l'événement est perçu comme la preuve qu'une guerre programmée a été évitée de justesse. Les discussions se multiplient dans les écoles, les marchés et les médias communautaires. Un sentiment de vigilance collective s'installe, renforçant l'idée que la souveraineté n'est pas abstraite, mais liée à des décisions concrètes. Les forces de sécurité, souvent critiquées, bénéficient d'une reconnaissance accrue. À l'échelle régionale, l'effet de propagation est rapide. Les pays voisins renforcent la surveillance de leurs corridors commerciaux et intensifient l'échange d'informations. Plusieurs réseaux de contrebande sont démantelés grâce aux données partagées. Dans les instances africaines, le cas du Burkina Faso est cité comme un précédent illustrant la capacité d'un État à interrompre une mécanique de déstabilisation transnationale. Cette évolution reconfigure les équilibres diplomatiques et accentue les lignes de fracture entre modèles de sécurité concurrents. Pris ensemble, ces quatre niveaux montrent que l'affaire dépasse largement l'interception initiale. Elle redéfinit les rapports entre institutions, économie, société et région. La question devient alors centrale. Comment transformer un choc évité en stabilité durable sans perdre l'élan créé par la crise? À partir des éléments établis et des réactions observées après l'opération, trois trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Elles ne fixent pas de probabilité. Elles offrent des cadres de lecture pour comprendre comment des décisions successives peuvent orienter l'évolution du pays. Observer les enchaînements concrets comptera davantage que les déclarations. Dans un scénario de continuité, le Burkina Faso consolide progressivement les acquis. Les procédures judiciaires avancent à un rythme maîtrisé, appuyé par les chaînes de preuves et la coopération interservices. Les mesures de sécurisation des frontières se stabilisent et réduisent les infiltrations. Sur le plan diplomatique, le pays obtient un soutien régional plus affirmé, sans rupture majeure. L'économie, après une phase d'ajustement, retrouve un point d'équilibre. Cette trajectoire privilégie la prudence. Préserver l'élan sans provoquer de contre-choc. Un scénario plus favorable transforme la crise évitée en levier. Les autorités convertissent l'effort sécuritaire en projet visibles, notamment dans l'éducation, la santé et les infrastructures locales, financées par des ressources récupérées et par de nouveaux partenariats. La coopération régionale s'intensifie autour de mécanismes communs de surveillance et de prévention. Dans ce cadre, le pays incarne une souveraineté assumée et lisible, capable de transformer une menace en opportunité structurante. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le récit collectif se renforce et soutient une cohésion durable. Un scénario plus sombre ne peut être exclu. Les pressions géopolitiques s'accentuent, certaines puissances réagissent par des sanctions ciblées ou des campagnes de désinformation. L'économie subit de nouvelles tensions et la cohésion intérieure est mise à l'épreuve par des tentatives indirectes de déstabilisation via d'autres réseaux. Même dans ce cas, le précédent créé par l'opération limite les marges d'action hostiles. La vigilance collective est plus élevée et les protocoles sont renforcés. Une recommandation de lecture s'impose alors. Si les décisions restent coordonnées et mesurables, alors la stabilité peut s'ancrer. Si les signaux se fragmentent, alors les risques réapparaissent. C'est dans cette conditionnalité, observable mois après mois, que se jouera la trajectoire réelle. Au-delà des institutions et des scénarios, l'affaire se traduit par des effets concrets pour plusieurs segments de la population. Pour les familles urbaines, l'interception des camions cesse d'être un fait lointain. Elle devient la preuve tangible qu'une séquence de violences programmée a été évitée.
Dans les quartiers, les discussions portent sur la sécurité quotidienne, la circulation des rumeurs et la manière dont des décisions prises loin des regards peuvent influencer la stabilité locale. Cette prise de conscience modifie le rapport à l'information et renforce l'attention portée aux signaux faibles. Pour les jeunes, l'épisode agit comme un déclencheur symbolique. Dans les lycées et les universités, il alimente des débats sur la souveraineté, l'autonomie et le rôle des générations futures. Des initiatives locales émergent, émergent, tels que des cercles de discussion, des projets éducatifs ou des médias communautaires cherchant à expliquer les enjeux sécuritaires sans dramatisation. L'événement devient un support pédagogique, non une simple actualité. Les anciens militaires et les personnels de sécurité perçoivent l'impact différemment. Beaucoup y voient une reconnaissance implicite après des années marquées par des moyens limités et des influences contradictoires. La conduite assumée de l'opération réactive, l'idée qu'un État peut reprendre l'initiative sans dépendre exclusivement de pressions extérieures. Cette perception contribue à restaurer une confiance interne, fragile mais réelle. Dans les zones rurales, souvent éloignées des centres de décision, l'affaire rappelle que la stabilité nationale repose aussi sur des gestes quotidiens. Surveillance des axes, partage d'informations, coopération avec les forces locales. Leur rôle, discret mais constant, souligne que la sécurité se construit à plusieurs niveaux. Pris ensemble, ces regards montrent comment un événement national redéfinit pas à pas la relation entre l'État et ses citoyens. Pour transformer une interception réussie en stabilité durable, les autorités burkinabées structurent une feuille de route lisible en plusieurs étapes, chacune précisant qui agit, quand et comment mesurer les résultats. La première priorité concerne la sécurisation des frontières. L'armée déploie des unités mobiles appuyées par des moyens de surveillance, tandis que les douanes renforcent les contrôles et que les communautés locales signalent les mouvements suspects. L'indicateur principal reste la réduction progressive des infiltrations et le délai de traitement des alertes. La deuxième étape porte sur la gestion du matériel saisi. Une partie est détruite ou fondue afin d'éviter toute recirculation, l'autre est réaffectée à des usages contrôlés pour moderniser certaines capacités nationales. Ce processus est suivi par des observateurs afin d'assurer la traçabilité. Le critère d'évaluation repose sur la transparence des inventaires et la publication régulière des résultats. Vient ensuite la traçabilité financière. Les fonds récupérés sont centralisés et orientés vers des priorités sociales, notamment l'éducation et la santé. Un dispositif d'information publique permet de suivre l'affectation des ressources. La réussite se mesure à la régularité des mises à jour et à la lisibilité budgétaire pour les citoyens. Sur le plan diplomatique, le pays privilégie des partenariats régionaux fondés sur la coopération sécuritaire et la réciprocité. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est de maintenir une position cohérente dans les instances africaines. Enfin, la communication publique doit rester rapide et factuelle afin de couper court aux rumeurs. Cette feuille de route traduit une idée simple. Sans suivi mesurable, une crise évitée perd sa portée stratégique. Un an après l'interception des premiers camions, le fil discret qui relie toute l'affaire ramène à une scène presque ordinaire. Une patrouille nocturne, des phares éteints et l'intuition du capitaine Musa Caboret. Ce geste initial, modeste en apparence, est devenu le point d'ancrage d'un récit collectif. Il rappelle qu'une décision prise loin des projecteurs peut infléchir le cours d'un pays. Autour de cette scène fondatrice, un sens partagé s'est construit. Dans les écoles, les images du matériel détruit ou transformé circulent comme des symboles de prévention. Pour les forces de sécurité, l'épisode agit comme une reconnaissance après des années de contraintes. Pour les jeunes, il nourrit une réflexion sur l'engagement civique et la vigilance. L'événement dépasse ainsi la seule dimension sécuritaire pour toucher à la responsabilité collective. Ibrahim Traoré revient souvent sur ce moment pour souligner une idée constante. La souveraineté ne naît pas de discours abstraits, mais d'actes précis posés au bon moment. En exposant les preuves et en assumant le récit, il a inscrit l'épisode dans une mémoire commune qui dépasse les chiffres et les rapports. Une phrase résume alors ce rappel: la lucidité peut empêcher le basculement. C'est ce fil, discret mais tenace, qui relie le passé évité à l'avenir encore ouvert. Aujourd'hui, le récit du Burkina Faso dépasse ses frontières immédiates. Les décisions prises, les preuves rendues publiques et la posture assumée des institutions composent un chapitre observé bien au-delà du pays.
Il ne s'agit pas d'un modèle à copier mécaniquement, mais d'un ensemble de gestes concrets qui montrent comment une crise peut être affrontée sans se dissoudre dans le silence ou l'excès de dramatisation. Les écoles construites, les partenariats réorientés et les mécanismes de vigilance installés deviennent des marqueurs visibles d'une méthode. Ce message ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes ou aux responsables politiques. Il concerne chaque citoyen qui s'interroge sur la manière dont un État peut préserver son autonomie dans un environnement instable. Les choix opérés sous la pression éclairent une question plus large. Comment transformer l'alerte en apprentissage collectif et l'urgence en continuité? Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne revendique pas l'affrontement. Il revendique le droit de définir ses priorités et de les expliquer. La discussion reste ouverte et elle dépasse un seul pays. Au fond, une question demeure, simple mais exigeante. Que feriez-vous, là où vous êtes, pour que la lucidité collective l'emporte sur l'improvisation?